Tout de suite, le bonus de pulsation avec le professeur Patrice Mangin sur la médecine légale. Quelques mots d'abord autour de l'historique d'une spécialité comme la vôtre. Vous travaillez dans une vieille médecine, une vieille spécialité, c'est ancien? Alors effectivement, c'est même très ancien puisque c'est même une des premières spécialités médicales, puisque dans les premières facultés de médecine, bien, vous aviez très rapidement, très tôt, des chaires de médecine légale ou d'hygiène et de médecine légale. Donc on est certainement une des plus anciennes spécialités médicales sur le plan historique. Oui. Alors vous pilotez le centre universitaire roman de médecine légale. Concrètement, qui est-il et à quoi sert-il? Alors qui est-il? Bon, il a résulté de la fusion de deux instituts de médecine légale universitaires, l'un à Lausanne, l'un à Genève. Et l'idée, c'était de mettre en commun, de mutualiser donc, tous les moyens dont on dispose, d'éviter les doublons et donc de concentrer les moyens sur l'un ou l'autre site en fonction des spécificités qui étaient choisies pour chacun des sites. Oui. Pour le grand public, il est difficile de définir la médecine légale. Que faites-vous concrètement? Quel est le périmètre de votre spécialité? Alors au fond, à quoi sert un médecin légiste? Au fond, le médecin légiste, c'est un petit peu l'intermédiaire ou l'assistant du juriste et essentiellement du magistrat pour l'aider à résoudre des questions du droit qui concernent la médecine. Alors, évidemment, le premier aspect qui vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle le contrôle des décès, c'est-à-dire la médecine légale thanatologique, c'est-à-dire de contrôler si effectivement les décès sont liés à une cause criminelle ou une cause naturelle qui, à ce moment-là, n'intéresse pas la justice. D'autres structures vous sollicitent, vous travaillez aussi avec d'autres? Alors effectivement, on travaille avec d'autres structures. Alors au niveau local ou national, on travaille aussi avec les services des automobiles pour tout ce qui tourne autour des problèmes d'aptitude à conduire. Mais on travaille aussi à l'international avec des institutions internationales ou des organisations non gouvernementales qui sollicitent la médecine légale pour son expertise dans le diagnostic de faits de guerre, d'actes de torture ou d'identification de personnes disparues. Pour le grand public, ce sont souvent les grandes affaires qui sont marquantes. Le temple solaire, Arafat qui a été médiatisé, ce dossier précédemment. Ce sont aussi pour vous des affaires exceptionnelles? Oui. Des affaires comme le dossier Arafat ne se présentent pas tous les jours. Hein. Non, c'est des affaires tout à fait exceptionnelles. Mais à côté des affaires exceptionnelles, parce que ça concerne des personnages qui sont connus des médias et du grand public, il faut aussi dire qu'on intervient de manière aussi fréquente pour des affaires beaucoup moins médiatisées, concernant des problèmes de mauvais traitement, de torture, à la demande d'organisations comme Amnesty International ou d'autres ONG de cet ordre. Alors j'imagine que vous partagez avec d'autres parfois des moments plus difficiles que d'autres. Quel est votre rapport aujourd'hui avec la mort et ces cadavres que vous croisez presque chaque jour? Alors écoutez, les rapports, c'est toujours difficile à le définir parce que c'est vrai qu'on a un respect pour le corps, hein, la dépouille. D'un autre côté, c'est vrai qu'on doit faire parler cette dépouille hein, pour pouvoir donc donner notre avis à la personne qui nous mandate, en l'occurrence le magistrat. Mais c'est vrai que dans les affaires courantes, je dirais qu'on doit avoir un rapport comme le clinicien, un rapport par rapport à un patient classique. Dans certaines affaires qui sont effectivement douloureuses, difficiles, pénibles, soit parce que ça concerne des enfants ou parce que les circonstances sont particulièrement dramatiques. Vous avez notamment travaillé sur l'accident de car. Alors, par exemple, l'accident de car de Sierre. Alors c'est vrai que bon, quand vous voyez que les victimes sont toutes des jeunes adolescents et que c'est vraiment un drame à la fois pour les familles et puis pour tout le monde. Hein. C'est vrai qu'il faut quand même avoir... Comment on fait face? Ah bah écoutez, il y a d'abord je pense que c'est pas donné à tout le monde de faire de la médecine légale. Il faut déjà avoir
disons, une personnalité quand même suffisamment solide pour pouvoir surmonter quand même un métier qui est quand même dur, hein, dur à la fois par toute la misère du monde que l'on rencontre, hein, il faut bien dire ce qui est, et puis dur aussi physiquement, parce que bon, il faut se déplacer, aller à l'extérieur, travailler dans des conditions parfois difficiles. Et puis il faut de temps en temps débriefer, hein, je veux dire, on fait des séances de débriefing, notamment dans des cas comme des catastrophes comme Sierre, où quand vous avez des collaborateurs qui travaillent 48 heures à la suite pour examiner les victimes, les identifier. Bon, bah, c'est vrai qu'il faut quand même prendre en compte la tension que ça représente. Et puis, donc, dire qu'on est insensible, non, pas du tout. Comment votre métier est perçu à l'extérieur? Comment votre entourage vous questionne autour de votre métier, autour de votre quotidien? Vous intriguez? Alors oui, on continue toujours à intriguer. Et puis, on a dû me poser 2000 fois la question, mais pourquoi devient-on médecin légiste? C'est la grande question traditionnelle. Alors, bon, chacun a ses réponses. Moi, personnellement, je n'ai pas eu la révélation comme ça, un matin, en me disant « je serai médecin légiste ». Moi, j'y suis venu parce qu'il se trouve que... Bon, peut-être que dans mes gènes, il y avait quelque chose puisque mon père était magistrat, mais aussi parce que c'est le raisonnement médico-légal qui m'intéresse. Et finalement, je pense que la médecine légale est une autre manière de faire et de penser la médecine. Et c'est cet aspect des choses qui m'a plu. Le grand public a souvent peur de la mort. Vous avez peur? Écoutez, j'y pense pas. C'est une question que je ne veux pas me poser. Alors chacun réagit comme il le veut. Moi, il y a des questions, je les mets hors de mon champ de conscience. Ça viendra peut-être, hein, très probablement au fur et à mesure que je prendrai de l'âge. Mais pour l'instant, non, je ne me pose pas la question. Et en tous les cas, le fait de la côtoyer tous les jours n'est pas de nature à me faire changer d'avis. Vous avez, et on va conclure avec ça, le sentiment au travers de cette médecine que, et vous l'avez dit, vous travaillez en direction effectivement de la police, de la justice. Vous travaillez aussi sur d'autres dossiers, tout aussi médiatiques d'ailleurs. En matière de dopage, en matière d'autres dossiers, vos compétences sont utilisées? Alors, bien sûr, parce que vous savez que vous parliez d'aptitude ou d'expertise pour savoir si une personne est capable ou apte à conduire, pour investiguer une affaire de dopage. Finalement, à partir de constatations qui sont faites sur le plan analytique ou clinique, finalement, le plus important, c'est, bon, évidemment, faire des bonnes constatations, mais après, c'est surtout de faire la bonne interprétation. Et c'est là qu'un bon médecin légiste intervient, c'est que lorsqu'il est capable de faire une interprétation qui est souvent difficile, avec humilité, hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut connaître ses limites, hein, même si ça déplaît, hein, parce que c'est sûr que les gens qui nous mandatent, ils aimeraient bien qu'on leur dise, ben voilà, c'est blanc et c'est pas noir, mais malheureusement, on leur dit souvent que c'est gris, et ça les ennuie, mais voilà, ça fait partie du métier, et puis finalement, de ce qui en fait tout l'intérêt. On est loin de la science exacte? D'une manière générale, de toute façon, la médecine légale et tout ce qui tourne autour est loin d'être une science exacte. Non. Alors justement, comment vivez-vous avec cette incertitude qui, on l'imagine, a du poids dans les différentes affaires que vous traitez? Ah, c'est certain. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre de dossiers sont pour nous difficiles parce que, comme je vous le dis, la médecine légale n'est pas une science exacte. Donc, finalement, on émet beaucoup d'hypothèses, on teste les hypothèses pour savoir laquelle est la plus vraisemblable. Mais il faut bien se rendre compte qu'on a besoin d'échanger. Je dis toujours, la médecine légale en solitaire, c'est vraiment à condamner. Moi, j'ai besoin de collégialité, j'ai besoin de discuter avec mes collaborateurs, d'échanger, d'avoir leur impression. Et puis, plus je vieillis, plus j'ai ce sentiment d'incertitude qui parfois donne l'impression qu'au fond on n'ose pas prendre parti, mais qui quand même repose sur un sentiment quand même de vouloir être responsable. Hein. Je dois dire qu'il faut bien se rendre compte, hein, en fonction de la réponse que l'on va donner, on va avoir une personne qui sera sanctionnée, qui sera
qui sera mise en prison. Ou alors, si on sous-estime un cas, eh bien, on peut avoir une récidive. Là où c'est très difficile, par exemple, c'est les cas de maltraitance, les suspicions de maltraitance chez les enfants. Le diagnostic n'est pas facile, surtout au début. Quand ça devient évident, souvent, c'est trop tard. Et là, vraiment, il faut peser le contre. Si on est trop catégorique et qu'on se trompe, on va inquiéter des parents ou des adultes qui finalement sont innocents. Et puis, si on est trop timoré, on expose l'enfant, si véritablement il s'agissait de maltraitance, à des cas de récidive qui peuvent même être catastrophiques. Alors vous voyez ce dilemme de temps en temps où on est et où je dois dire que de temps en temps, c'est vrai qu'il y a certaines nuits où je me réveille, je me dis mais alors qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dans quel sens ?